à l'occasion du cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie, le laboratoire de recherche, ville, urbanisme et développement durable, organise un colloque international portant sur la ville algérienne, 50 ans après, bilan et vision d'avenir. Messieurs, Tarek Ben Mohamed, Djamel Alkama et Abab Ben Jolid vous présentent le développement de la ville de Béchar, 50 ans après l'indépendance, stratégie et acteurs. Béchar est une ville qui se situe au sud-ouest algérien, à l'extrémité nord-ouest de l'espace saharien, dans la vallée de la Saoura. Les composants naturels de la Saoura se caractérisent par le grand erg occidental, le plateau rocailleux, appelé la Hamada du Guir, et la dépression qui articule ces deux ensembles naturels, matérialisés par l'oued Saoura, dont le point de confluence de ses affluents, la Zousfena et le Guir, se situe à Igli. Cette dépression supporte un chapelet de Ksour, généralement au pied des dunes ou des sources d'eau annonce des oasis. La Saoura est limitée par une chaîne montagneuse appelée Djebel de Béchar où la ville se situe au versant nord de celui-ci. Le site de la ville de Béchar se compose de reliefs linéaires, au nord qu'on appellera Barga, entrecoupé d'un oued qui dirige une palmeraie et donne naissance à un plateau rocailleux avec une légère déclivité vers le sud. Cela dit, les Bargas ont des lignes de crête parallèles, entrecoupé de l'oued Béchar se dirigeant vers le sud. L'emprise de la palmeraie suit les directions de l'oued qu'elle englobe. Ces composants naturels convergent vers un point de confluence donnant naissance à deux plateaux. Les deux plateaux ont une configuration triangulaire, avec un sommet, le point de confluence et s'ouvre vers le sud, et l'ouest en étant limité par la palmeraie d'un côté et la barga de l'autre. Ceci dit, il serait intéressant de voir comment le tissu se comporte par rapport aux composants naturels de la ville de Béchar. 1. Les fragments de tissu de couleur bleu et vert obéissent à la direction l'oued et de la palmeraie, c'est-à-dire qu'ils sont issus du parcellaire des jardins qui les structurent. 2. Le fragment de tissu de couleur marron obéit à la direction des bargas. 3. Le fragment de tissu de couleur noire n'assume pas son rôle d'articulation des deux directions, mais il a une particularité, c'est qu'il n'obéit qu'à l'orientation nord-sud. 4. Le fragment de tissu de couleur rose obéit à des critères topographiques, des gestes de composition d'articulation entre petits fragments de tissu. Il serait intéressant de lire le développement de la ville, à partir d'une quadrilogie alignant le contexte, la vision stratégique, la pratique de l'espace, et le comportement morphologique du tissu. La période de jeunesse du Ksar de Béchar revient à la fin du XVIIe siècle à l'aide de Sidi Ahmed Ben Bouzienne. Le contexte de jeunesse de Béchar est caractérisé par une instabilité régionale, du remplacement des voies de communication transsahariennes par la voie maritime, au XVe siècle par les Portugais. Il aura fallu 5 tentatives d'installation, entre conflits et crues, pour arriver à fonder le Ksar actuel de Béchar, appelé Tagda, à la fin du XVIIe siècle. Il est de vocation agricole, ponctuant le réseau caravanier nord-sud. La vision dominante de cette période était la volonté de maîtriser la région à l'échelle territoriale. L'appropriation et le contrôle du réseau caravanier étaient d'une importance capitale. Les pratiques étaient caractérisées par le fait que l'usager était lui-même producteur de l'espace. Par conséquent, la communauté était proche des besoins exprimés. Elle arrivait, avec une pratique interactive, à trouver des alternatives consensuelles, ce qui rend l'espace partagé et approprié. Le cadre légal s'appuyait sur la jurisprudence, les institutions représentées par le Cadi, la mosquée et la Jama'a. Une gestion basée sur la modération des conflits d'intérêts, tout en évitant l'injonction d'un pouvoir extérieur au Ksar. Ce qui fait d'elle, une gestion locale au pouvoir décentralisé, comme on l'appellerait, de nos jours une approche intégrée. Le Ksar ponctue le réseau de pistes caravanières reliant le nord au sud. Il se situe à proximité des jardins avec ses lieux connexes, Rabet et Jmel et celle de Tanezrouft. Les parcours et les parcelles de jardins vivriers constituent une base morphologique pour la configuration spatiale du Ksar. La période d'occupation française, 1903-1936, avait connu l'installation de la redoute et les infrastructures militaires, la réalisation de la gare ferroviaire et l'émergence des villages primitifs et européens. Le contexte de cette période était caractérisé par le programme de la France coloniale, qui était axé sur l'occupation par ses troupes, en premier lieu, comme jalon de sa politique expansionniste. L'installation première était la redoute. L'urbanisme était à la charge du commandement militaire. Le village se développait au fur et à mesure que les relations d'intérêt et d'ordre commercial s'établissaient entre la population coloniale et les habitants du Ksar Tagda. Les visions stratégiques de cette période étaient orientées vers l'aspect sécuritaire. 1. Il fallait sécuriser les garnisons en installant davantage de structures militaires. 2.
Il fallait pacifier la région de ces conflits tribaux, et s'ériger en modérateur pour leur permettre d'asseoir une stratégie économique territoriale et régionale. 3. Réaliser une voie de chemin de fer Oran-Béchar 1905. 4. Ouvrir une piste carrossable, comme extension au réseau des chemins de fer, une transsaharienne ouverte par l'expédition Citroën en 1912, vers l'Afrique. Concernant la production de l'espace des coloniaux, les usagers et les producteurs forment deux entités différentes. Une pratique interactive qui prenait les besoins exprimés en compte, et aboutissait à des alternatives qui étaient plus souvent au profit de la gestion militaire du village. L'espace urbain produit était partagé et approprié. Les institutions étaient commandements militaires avec une politique coloniale, qui se basait sur la loi Cornudet à partir de 1919. Les instruments utilisés étaient le plan d'alignement et des réserves, le plan d'aménagement de modernisation et d'extension. Une gestion basée sur la négociation dans un contexte militaire, ce qui a fait apparaître des conflits d'intérêts entre civils et militaires. Si pour les habitants du Ksar, la pratique de l'espace n'a pas changé durant cette période, celle adoptée par la stratégie coloniale au sud-ouest de l'Algérie, fut différente de celle du nord et de l'est. L'intervention n'a pas été brutale, elle fut dosée au fur et à mesure que les relations d'intérêt s'établissaient. Le commandant Godard disait « Nos soldats savaient que l'un des meilleurs moyens de vaincre l'ennemi est de faire de lui un ami. Ce qui leur permettra, à terme, d'opérer une réappropriation des lieux symboliques. » Le comportement des fragments de tissu, celui du village primitif, et celui du village européen, présentent des similitudes à l'art urbain, basé sur le plan d'alignement et des réserves, avec ses places, ses rues et ses îlots bâtis sur une trame parcellaire, qui se réfère au parcellaire des jardins de la Palmeraie. La période d'occupation française 1936-1948 a connu l'apparition d'un autre fragment de tissu sur le deuxième plateau pour des usagers algériens. Il présente des similitudes avec le village européen en termes de morphologie. Le contexte de cette période se caractérise par un événement majeur, celui de la Deuxième Guerre mondiale, qui a causé des restrictions budgétaires, et s'oriente vers une nouvelle politique économique, basée sur les ressources locales. La gestion du village passe aux civils commerçants coloniaux, avec comme caractéristique, le début des conflits entre l'urbanisme de plan et l'art urbain. Tous les pays du monde trouvent les crédits pour faire la guerre, mais la paix ramène inévitablement les restrictions budgétaires, aurait dit le commandant Godard. Les visions de cette période s'appuyaient sur une politique d'envergure, qui fait appel aux capitaux privés pour des projets régionaux. Nous citerons à titre d'exemple le projet de voie ferrée Méditerranée-Niger. Les installations techniques à point à l'exploitation minière, qui était la plus rentable à l'époque. La planification de logements. La particularité de cette période est une pratique de partage entre les producteurs coloniaux, surtout ce qui se rapporte aux espaces urbains, et les producteurs algériens, surtout ce qui est mode bâti. Les usagers sont eux-mêmes producteurs. En somme, c'est une résultante des deux pratiques, celle du Ksar et celle du village européen. Les besoins des partenaires étaient exprimés et modérés, la pratique était interactive, ce qui aboutissait à des alternatives partagées, mais au profit d'une gestion coloniale. Le résultat est un espace urbain partagé et approprié avec des bâtisses, qui répondent aux besoins des usagers et des servitudes de la gestion coloniale. Les institutions étaient la municipalité, et le commandement militaire avec une nouvelle politique coloniale. Le cadre légal s'appuyait sur la loi Cornudet avec l'instrument du plan d'aménagement de modernisation et d'extension. La gestion état civile, basée sur une politique décentralisée avec négociation. Nous notons l'apparition d'un fragment de tissu planifié sur le deuxième plateau. Les îlots composés sont plus importants que ceux du village européen. Un fragment de tissu qui a un découpage ressemblant à celui du village européen, et un bâti qui tend à celui du Ksar. Ayant une origine parcellaire agricole, sa morphologie se rapproche à l'art urbain avec ses places, ses rues et ses îlots. Par contre l'îlot bâti ressemble au Ksar avec sa desserte arborescente et son bâti planaire. La période d'occupation française de 1948 à 1962 a vu apparaître un nouveau type de fragment de tissu à l'ouest. Aéré, moins dense, et qui n'obéit ni aux réseaux viaires, ni aux composants naturels. Le contexte de cette période était caractérisé par un urbanisme progressiste, et véhiculait des idées modernes. Le débat ainsi que la production des espaces s'orientait vers les progrès techniques. Une période qui avait connu l'émergence du système de décharge contrôlée et des cabinets d'aisance. Ce sont là autant d'aspects que l'urbanisme nouveau traitait. Une vision qui s'appuie plus vers l'amélioration du cadre de vie, en traitant les espaces libres en terrain de sport, en piscine et en jardin public, pour faire face aux poussières et provoquer un microclimat. Des idées nouvelles régies par un zonage, comme outil de planification et de projection nouveau. Cet outil était susceptible de dégager des idées directrices, pour placer les différentes fonctions décidées par les urbanistes. Les pratiques de l'espace durant cette période ont changé.
Si les usagers et les producteurs étaient coloniaux, la pratique était unilatérale, les besoins n'étaient pas pris en compte. Ceux-ci sont prédéfinis et leurs alternatives étaient orientées vers le progrès technique. Comme résultat, l'espace urbain est non partagé et non approprié. Une approche interventionniste basée sur une gestion civile assurée par la municipalité et la préfecture avec une politique coloniale s'appuyant sur la loi de Cornudet, le plan de Constantine, les instruments du plan d'aménagement, de modernisation et d'extension avec l'apparition du plan d'urbanisme directeur. Sur le plateau 1, nous remarquons les traces de ce nouvel urbanisme, et le résultat des instruments de planification nouveaux. Le fragment de tissu est ponctuel et parfois linéaire. Celui-ci n'obéit ni aux composants naturels ni aux réseauvières. Sur le plateau 2, nous remarquons que le fragment est déjà dense avec une typologie qui mérite d'être observée, un xaron-maillage. Une pratique de l'espace différente, organisée à partir de l'orientation nord-sud. Une attitude qui rompt avec la logique parcellaire et les règles de composition connues dans l'art urbain. Le bâti est matérialisé par des barres qui n'obéissent ni au réseau ou à la tramvière ni à la topographie. Les espaces urbains ont une forme différente et une configuration nouvelle. L'indépendance, période de gestion socialiste, 1962-1988, la ville s'étend dans tous les sens, nord, sud, est et ouest. Le contexte de l'indépendance avec une gestion socialiste. Une période du tout planifiée, caractérisée par les plans triennaux et quadriennaux. L'instrument d'urbanisme était le prolongement du plan d'urbanisme directeur, réalisé en 1960, et resta opérationnel jusqu'en 1972, date de l'abrogation de la législation française. Cette période avait connu l'amorce de l'instrument une pour les grands ensembles, en 1975. Les visions de cette période s'appuyaient sur l'idée de l'Algérie indépendante et de son image nouvelle. Il fallait articuler les trois entités urbaines, le quartier européen, Debdaba et Béchar Djedid. Il fallait planifier un quatrième pôle, comme une extension vers l'ouest et au sud des Bargas, en équipement, en habitation collective et en cité-jardin. La projection d'un réseauvière, qui organiserait l'ensemble de la ville. Nous voyons dans cette période deux pratiques qui se côtoient, l'une qui relève de l'attitude de l'État, donc les producteurs officiels, et l'autre, celle des usagers qui sont eux-mêmes producteurs. Dans l'attitude de l'État, la pratique était unilatérale, les besoins n'étaient pas pris en compte, ils étaient prédéfinis et leurs alternatives orientées vers le progrès technique. Le résultat est un espace urbain non partagé et non approprié. Une pratique interventionniste issue d'une gestion civile avec une politique socialiste. Les institutions étaient l'APC et la wilaya au niveau local. Le cadre légal était en cours d'algérianisation, et les instruments étaient le plan d'urbanisme directeur et le dispositif ZUN. L'autre pratique est celle des usagers qui sont eux-mêmes producteurs. Leur attitude est caractérisée par la prise en compte des besoins avec une pratique interactive. Le produit est le résultat d'une concertation entre usagers eux-mêmes, excluant les producteurs officiels du processus. Le résultat est un espace urbain partagé et approprié. Leur gestion est sous seing privé, considérée par les autorités locales comme construction illicite. Le comportement du tissu dans cette période relève de deux logiques qui se côtoient. L'une, de l'urbanisme nouveau, a produit un lazune, tout en délimitant son emprise. De la densification de la ville en fonction de la disponibilité du foncier, qui ne souffre pas de servitude. L'autre logique est celle d'usagers, qui construisent dans les jardins de la Palmeraie, ce qui était interdit jusque-là. L'attitude de l'État est d'ériger le ZUN dans le premier plateau, loin des éléments naturels caractérisant la ville. Une rupture avec la logique parcellaire a eu ses effets sur l'espace urbain. Une composition conditionnée par un viaire projeté, et une répétition de même unité bâtie, pour former un enclos ayant une périphérie et un centre. Parallèlement, les usagers développent leur manière de faire à l'intérieur de l'emprise de la Palmeraie, de part et d'autre de l'Oued, avec des similitudes morphologiques au Ksar, sur une base parcellaire agricole, et souvent en ignorant la réglementation en vigueur. La période 1988-1992 s'est caractérisée par son ouverture politique, laissant place aux usagers eux-mêmes, au niveau local, d'asseoir à leur fait son devoir. Le résultat est l'apparition de fragments, qui témoignent du retour aux propriétés du sol. Il s'agit de lotissements communaux, qui cernent l'emprise de la ZUN qui n'évolue pas dans cette période. Cette période a eu un impact sur la production des espaces urbains en Algérie en général. Les conditions nouvelles ayant généré le passage à l'économie de marché, ont permis la révision du cadre légal en urbanisme. Ce qui a vers la participation de la société civile. Une mise en place de nouveaux instruments d'aménagement, libère le foncier et l'immobilier. C'est donc le retour à la propriété. À défaut de vision et de projet de société, deux attitudes s'affrontent. La démocratisation dans les pratiques de production d'espaces urbains provoqua une opposition de vision entre les instances centrales désignées et les instances locales élues.
L'image et l'expression urbaine de cette opposition est, de nos jours, visible. La pratique entre producteurs et usagers de l'espace est interactive avec tout ce que cela suppose, comme prise en compte des différents besoins des utilisateurs, en adoptant des alternatives au profit de la gestion locale et des usagers. Pour la première fois, l'approche consensuelle s'amorce pour arriver à un espace urbain partagé et approprié. Si les institutions au niveau local n'ont pas changé, les pratiques démocratiques ont commencé à s'opérer dans la gestion quotidienne. Le cadre légal se met à niveau de la nouvelle donne. Ouverture politique et multipartisme. Passage à l'économie de marché. Couronnée par une constitution de 1989. Ce fut une approche intégrée locale dans un contexte central interventionniste. Le tissu se comporte de manière naturelle, comme réponse aux aspirations des usagers, de produire un modèle d'espace qui leur convient. D'autre part, le rejet de ce qu'on leur proposait jusque-là, à savoir le modèle ZUN. On note la réapparition de la parcelle, de l'îlot comme modèle de composition, ainsi que la rue à travers ses activités ouvertes, comme réponse à un besoin de cadre de vie. La période de crise et sa gestion remet l'option interventionniste comme alternative, ce qui permet le retour à l'option ZUN comme modèle d'habiter. La période 1992-2012 a connu une double crise, politique et économique, provoquant une instabilité institutionnelle, au profit d'une gestion volontariste des affaires de l'État. Une période de transition ayant permis d'asseoir la démarche du « tout État » jusqu'à la Constitution de 1996, révisée en 2008. Dans ce contexte de crise économique et politique, l'État à travers son rééchelonnement de la dette extérieure, l'a placé dans une position de faiblesse par rapport aux instances internationales, notamment le FMI et la Banque mondiale. L'Algérie avait contracté de nouvelles conventions de crédit, pour entre autres, un vaste programme de logement, destiné à lutter contre la pauvreté et atténuer la tension sociale, en se lançant dans la construction de logements collectifs, dits logements sociaux. La production de l'espace de cette période revenait à la pratique unilatérale et son rapport à la question des besoins, pour arriver à des espaces urbains, non partagés et non appropriés. Le cadre légal est mené de sorte à garantir le tout-État et l'approche interventionniste. C'est le retour en force de la ZUN et les grands ensembles. Voici un échantillon des deux attitudes qui coexistent et s'affrontent sur le terrain. Le premier projet est une cité de logement collectif, suivi automatiquement après par un lotissement. Puis un autre, à l'intérieur même de l'emprise de la ZUN, qui était jusque-là une chasse gardée. Le logement collectif revient en force, avec un programme par fragments successifs, pour dominer, et se renforce davantage. Une suite de cités numériques qui porte le nom du programme, mais le véritable nombre de logements réalisés est autre. Le lotissement résiste, pour consommer ce qui reste du foncier de la ZUN. Une fois le foncier consommé, on traite le vierre, tout en injectant des équipements, un CEM, 2 écoles primaires, une mosquée, une poste, une annexe de l'APC, et le tour est joué, jusqu'à ce qu'on trouve un autre terrain où s'affronter. Nous assistons à une situation où tout le monde construit à sa façon, État et citoyens sans concertation, ni même une vision partagée du cadre de vie. La problématique, aménageur et aménagé, reste dans ce cas, d'une étonnante actualité. Réflexion et action unilatérale et non partagée, engendrent souvent des situations de crise, qui sont très gourmandes en ressources et en temps. L'équilibre dans ce cas est précaire, et la stabilité est factice. Ce que nous retenons est que 1948 est une année charnière où s'alignent des comportements générateurs de crise, qui neutralisent l'évolution naturelle du tissu urbain. Au niveau morphologique, la rupture avec les propriétés du sol, la parcelle n'est plus prise en considération. Au niveau réglementaire, la loi s'appuie sur une conduite volontariste, qui exclut la participation effective, et donne lieu à des méthodes interventionnistes. Au niveau de la pratique de l'espace, l'État produit à sa manière et l'usager en fait autant, sans cadre clair, ni projet de société partagé. La question des besoins n'est plus prise en compte, ceux-ci sont prédéfinis et obéissent à des objectifs statistiques. La disparition de la notion d'espace commun et donc, d'espace urbain. Conséquences. 1. Un déséquilibre et anachronisme, entre demande et offre d'une part, entre besoins et conflits d'objectifs de l'autre. 2. Des compréhensions utopiques provoquées par l'écart avec les réalités du terrain, qui induisent des comportements inattendus pour les uns, producteurs officiels, et incompréhensibles pour les autres, usagers. 3. Une situation de malaise général, qui est très gourmande en ressources et en temps, entraînant un doute collectif et une situation instable, posant ainsi le problème de projet de société. Merci pour votre attention.